Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une série de vidéos sur l'endométriose, les causes, la définition, la physiopathologie, avec le docteur Fazel, ici présent, qui est chirurgien spécialiste de l'endométriose à l'hôpital Lariboisière à Paris, docteur en médecine et en pharmacologie. Bonjour docteur, merci Bonjour. d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter, en quelques mots? Puis ensuite, on va commencer, la série à répondre aux séries de questions que nous avons reçues. Donc je suis Achille Fazel, je suis chirurgien gynécologue, à l'hôpital Lariboisière, impliqué dans la chirurgie minimale invasive depuis une petite trentaine d'années, où j'ai été formé en France, aux États-Unis, au Canada je travaille aujourd'hui plus particulièrement sur, l'endométriose, tant, au niveau recherche, clinique, que recherche fondamentale à l'INSERM, que, sur le plan pratique, et chirurgical. D'accord, et ça fait 30 ans que vous êtes spécialiste de la question? Alors, ça fait, on va dire, une petite trentaine d'années que je suis impliqué, en fait, dans, la santé de la femme. Comme beaucoup de chirurgiens, s'occupant de l'endométriose, je viens, du monde de, la reproduction, de la médecine de la reproduction, mais aussi de la chirurgie oncologique, cancérologique et puis par glissement, en fait, je me suis beaucoup intéressé à l'endométriose, et aussi, par le contact que j'ai eu avec, mes mentors, en France et aux États-Unis en particulier, sujets qui m'ont particulièrement interpellé et intéressé. Ce pourquoi aujourd'hui je me suis davantage spécialisé depuis, maintenant une dizaine d'années, un peu plus, même une quinzaine d'années, en fait, au sujet de l'endométriose, tant sur le plan fondamental que pratique et clinique. D'accord, super, merci. Est-ce que vous faites que ça ou vous continuez à avoir d'autres types de consultations, de champs de recherche? Alors, j'ai d'autres, champs de recherche, en particulier, encore une fois avec, l'unité INSERM, à la Rivoisière avec, dans laquelle je travaille. Aujourd'hui, j'ai toujours une activité, clinique et chirurgicale essentiellement, basée sur la chirurgie minimale invasive, que ce soit, des fibromes, moins des cancers aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Aujourd'hui, mon activité, principale est basée sur la chirurgie minimale invasive, des pathologies, bénignes, du pelvis, et en particulier de la fertilité aussi, et en particulier, de l'endométriose. Les recherches que l'on mène, en fait, sont à la fois de la recherche, clinique avec une grande, recherche internationale, pour, la mise au point de tests diagnostiques de l'endométriose, d'une part, et d'autre part, des recherches fondamentales, que l'on mène au sein de, l'INSERM, ici à Lariboisière. Merci. Vous avez prononcé un mot bénigne qui fait souvent réagir la communauté, donc ça va nous permettre de commencer avec les premières questions sur la définition de l'endométriose. En fait, qu'est-ce que c'est l'endométriose? Alors, sachant que on le disait en préparant la vidéo, chaque question que nous avons reçue, chaque thématique que nous allons aborder pourrait faire l'objet d'une demi-journée ou d'une journée de congrès de recherche. Donc forcément, là, on va essayer de synthétiser et que ce soit compréhensible, pour tout le monde. Il y a énormément de points encore concernant l'endométriose qui sont en cours de recherche. Donc parfois, on n'a pas une réponse, définitive à donner. Donc ça, c'était, voilà, en introduction. Donc docteur, est-ce que vous pouvez nous donner la définition de l'endométriose et de ce terme bénigne, maladie bénigne? Alors, en préambule, vous avez dit une chose très importante, effectivement, il faut être très modeste et ça, on ne le dira jamais assez, il faut être très modeste quand on est médecin, chirurgien, chercheur sur l'endométriose. Au départ, quand on commence, quand on est jeune en fait, on a énormément d'ambition, on pense que, voilà, on va pouvoir trouver, le Graal sur cette pathologie, qui est connue, depuis plus d'un siècle, qui malgré tout, reste bien mystérieuse, tant sur sa physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes en fait, d'apparition de la maladie, sur son évolution
sur nos capacités à en faire le diagnostic rapidement, mais aussi sur les traitements que l'on peut proposer, que ce soit des traitements médicamenteux ou les traitements chirurgicaux. Donc, le maître mot est à chaque fois en fait que l'on voit des patientes, c'est vraiment, je pense, en tant que médecin, chirurgien, chercheur, c'est de faire profil bas. C'est de ne pas promettre le Graal, ni sur le diagnostic, ni sur le pronostic, ni forcément sur le traitement chirurgical, et d'expliquer en fait à chaque étape les enjeux. Je dirais presque que c'est une prise en charge quasi individuelle ou par sous-groupe. Même par exemple de l'endométriose. Il est vrai que la définition classique, ce sont des cellules du tissu qui ressemblent à de l'endomètre, qui se trouvent en dehors de l'utérus, en dehors de la cavité utérine. Et pour qu'il y ait une définition précise à ce jour, en tout cas un diagnostic précis à ce jour, on s'en tient encore à l'analyse au microscope de lésions que l'on aurait prélevées lors d'une intervention chirurgicale. Donc, il faut avoir, par exemple, pour l'endométriose au sein du muscle utérin, la définition classique et internationale, c'est d'avoir à la fois des glandes et du stroma. Donc, ces deux structures au sein du muscle utérin pour pouvoir parler, par exemple, d'adénomiose. Je dirais, et on va peut-être avancer en fait donc un peu plus loin sur ces définitions, même maintenant, en fait, on peut éventuellement remettre dans certains cas ces définitions beau sur le tapis, parce qu'on se rend compte que il y a des patientes et des cas où l'on va avoir des lésions qui n'auront pas toutes ces caractéristiques exactement. Donc, il faut peut-être commencer en fait par revoir la définition même classique de l'endométriose, qui est la présence de cellules type endométriale en dehors de la cavité utérine. Mmh. Ça, c'est pour la définition classique de l'endométriose, qui est toujours acceptée et en cours. Oui, mais qui a quand même bien évolué puisqu'il y a quelques années, on disait encore que c'était de l'endomètre qui aurait, migré en dehors de la cavité utérine, sauf dans le cas de l'adénomiose. Et finalement, là, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est du tissu qui ressemble, qui est type endométrial, mais qui n'est pas, de l'endomètre. Alors, Donc il y a ça a certaines l'air d'être assez caractéristiques. récent. Alors, c'est du tissu qui a effectivement beaucoup de caractéristiques. Il faut aussi comprendre que, donc là, vous avez parlé en fait de la migration. Ça, c'est l'une des théories. L'une des Mmh. théories, qui est la théorie ancienne dite de Samson, euh, du début du XXe siècle, qui est que ce sont des cellules issues des règles, issues en fait de la muqueuse utérine, qui auraient migré à l'extérieur. L'autre théorie étant la théorie métaplasique, c'est-à-dire qu'en fonction de la localisation, il y a peut-être des cellules ou des unités en fait cellulaires qui sont en dehors de la cavité déjà embryologique et qui, sous diverses influences, particuliers, environnemental, peut-être de microbiote, peut-être les facteurs immunologiques, et un ensemble en fait de facteurs dits génétiques qui pourraient se transformer en tissu qui ressemble en fait à ce tissu endométrial et donc qui va aussi répondre à divers stimulus comme par exemple les hormones. Il est clair que aujourd'hui, on est un petit peu perplexe sur ces deux théories et ces deux origines physiopathologiques. À longueur de congrès, on en discute. Il y a des sessions entières en fait consacrées à la physiopathologie. Il y a certains tenants de la théorie du reflux, d'autres de la théorie métaplasique. Nous-mêmes, dans le cadre de nos recherches, en fait, sur les marqueurs et sur les récepteurs de l'endométriose, on s'est rendu compte que quand on fait des marquages
immunologique de ces lésions en fonction des localisations, il y a probablement je dirais une vérité qui est un petit peu entre deux. C'est-à-dire qu'il y a certaines lésions qui sont peut-être effectivement dues à du reflux et d'autres lésions, en d'autres localisations, qui sont dues à de la métaplasie et ou qui répondent en fait donc à des facteurs externes et qui ont permis en fait cette transformation en fait cellulaire. Et donc, en définitive, là, quand on nous demande la définition de l'endométriose, il n'y a probablement pas une, mais des endométrioses. Et je ne dirais pas que c'est un consensus, mais on a vraiment l'impression, en tout cas, à longueur de congrès international, il n'y a probablement pas une, mais des endométrioses avec des origines différentes, avec des réponses différentes, avec des pronostics différents, etc. D'accord, OK. Oui, donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser finalement en tant que personne atteinte. Je reviens juste sur le terme de bénin. Alors nous, en tant que malades, on le vit souvent mal ce terme parce qu'effectivement l'impact de l'endométriose au quotidien peut être, majeur. Les douleurs peuvent devenir chroniques. C'est pas le cas de toutes les femmes et de toutes les personnes atteintes, mais quand même, quand ça devient chronique et quand il y a des forts impacts, avec des localisations parfois, compliquées, des symptômes compliqués, pour nous, c'est pas bénin dans le sens où, bah, c'est pas facile à vivre et on a souvent une batterie d'examens à faire, tout au long de sa vie de femme, hem, avec énormément de traitements. Donc est-ce qu'on peut rappeler scientifiquement la différence, du coup, entre ce qui est bénin et ce qui n'est pas bénin? Alors, basiquement, le contraire de bénin, c'est malin. Le malin, c'est le cancer, on va faire un raccourci en fait, hein, très simple. C'est-à-dire que, en fait, en termes médical et scientifiques, en fait, la malignité, c'est la transformation, on va dire de tissulaire, cellulaire, heu ce sont des structures en fait qui vont avoir, une autonomie, en particulier de développement, une capacité, en fait à, diffuser à distance et aussi, entre guillemets, une immortalité en fait des cellules et ce qui fait que, ces tissus, en fait, ces maladies, ces affections malignes ont, Cancéreuse? un, potentiel, fatal, potentiel, d'accord? Donc, c'est vrai que, ça peut être frustrant, effectivement, pour les patientes endométriosiques, ce terme, en fait, de bénin, parce que, dans leur quotidien, heu et au long cours, sur 10, 15, 20 ans, en fait, peuvent estimer que, il y a un impact, mais ce n'est pas l'impact personnel, professionnel, social, sexuel qui fait la définition de la bénignité et de la malignité, mais c'est plutôt l'issue potentielle, mais et aussi à l'origine même, ce sont les caractéristiques, en fait, de la maladie d'origine, en particulier cette capacité à, diffuser, cette capacité surtout, en fait, d'immortalité tissulaire et de l'impact potentiel, en fait, et la fatalité potentielle de la pathologie si on n'intervient pas. Mmh. Ça me fait penser à une question qu'on a eue dans un lycée où on est intervenu récemment, où un jeune homme nous a demandé si on pouvait mourir de l'endométriose. Donc je lui ai répondu qu'effectivement, directement, a priori, on ne pouvait pas mourir de l'endométriose, mais qu'il y avait quand même des cas dans le monde. Il y a eu un cas récemment au Kenya et un cas au Brésil, je crois, de complications en fait, post, chirurgicales notamment, ou sur des localisations très compliquées au niveau du rein ou des poumons, par exemple, où là, c'est pas l'endométriose finalement qui tue comme des cellules cancéreuses pourraient malheureusement tuer quelqu'un, mais c'est voilà, c'est une complication. Qu'est-ce Alors que vous en pensez? alors tout à fait,
c'est aussi, en fait, la définition, justement de la bénignité. Ce n'est pas la pathologie, fort heureusement, en elle-même, qui est maligne. Ça peut être les conséquences de la chirurgie. Tout à fait, c'est vrai. La chirurgie peut être dure, difficile, complexe, en particulier dans certaines localisations, où on est proche de vaisseaux sanguins, où il y a des localisations au niveau de structures neurologiques aussi, où il y a des vaisseaux et en particulier des veines en profondeur. Donc il y a un risque chirurgical, par exemple, mais pas seulement. Les endométrioses non opérées, et il y a eu encore un cas récent, on le sait, de façon exceptionnelle, par exemple, pendant la grossesse, peuvent entraîner des complications graves, que ce soit au moment de la grossesse, en particulier en fin de grossesse, ou au moment de l'accouchement, en fonction de la localisation des lésions endométriosiques, par exemple au niveau du tube digestif. Il y a encore des cas récents, et ce n'étaient pas les seuls, de péritonite, c'est-à-dire en fait de rupture en fait au niveau du tube digestif, de lésions localisées en fait au niveau du tube digestif, par exemple, qui peuvent avoir un potentiel fatal. Mais fort heureusement, l'endométriose en soi n'a pas ce potentiel. Alors, après, une exception qui est d'une part l'association rare, ou en tout cas la transformation, plus exactement rare, de certaines localisations endométriosiques, en particulier de certaines localisations au niveau de l'ovaire, et cette transformation maligne en cancer ovarien, mais là on n'est plus dans la même maladie, on n'est plus dans la même pathologie, d'une part, et d'autre part, et ça a été montré en particulier avec de grandes études épidémiologiques, un potentiel d'association avec certains risques cancéreux, qui aujourd'hui est un petit peu aussi remis en cause, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait un léger sur-risque pour certaines affections cancérologiques. Donc, en clair, ce n'est pas l'endométriose en soi qui a ce potentiel-là, en fait, qui est maligne, mais c'est son évolution et que ce soit parce qu'on est trop interventionniste, soit parce qu'on n'est pas assez. Mmh. OK. Et alors, donc ça, c'est vraiment donc l'endométriose, donc ces cellules semblables à l'endomètre qui sont en dehors de la cavité utérine. On a commencé à parler des causes, mais je pense que je vous demanderai de nous refaire un récap, plus loin. Et pour l'adénomiose, alors est-ce qu'on a cette même définition, ces mêmes, réflexions sur l'adénomiose? Alors, concernant l'adénomiose, là, on va dire, nos anatomopathologistes, donc les médecins en fait qui s'occupent de regarder les lésions endométriosiques et les lésions en particulier au niveau utérin que l'on prélève, que l'on enlève, en fait, ont une définition précise, c'est-à-dire qu'il leur faut à la fois ce que l'on appelle du tissu glandulaire et du stroma, pour pouvoir dire, voilà, il y a de l'adénomiose, de l'endométriose. L'adénomiose a plusieurs types. La plus fréquente, c'est l'adénomiose diffuse. En fait, c'est l'existence de ce, ce tissu endométrioïde, en tout cas de ces cellules glandulaires et de ce stroma, en fait, sur toute la paroi ou de façon diffuse, en fait, au sein du muscle utérin. Il y a l'adénomiome. Alors, l'adénomiome, c'est une entité un peu particulière parce que ça peut faussement faire penser à un fibrome, c'est-à-dire les fibromes, en fait, sont des tuméfactions bénignes issues d'une cellule unique et on peut penser parfois à tort que l'adénomiome, en fait, est un fibrome. Or, c'est un amas de ces tissus qui est concentré
à un endroit précis et qui, à l'imagerie, peut éventuellement faire penser, de prime abord, si on ne fait pas attention, à un fibrome. Mais aujourd'hui, on sait quand même avec les moyens que l'on a distinguer fibrome et adénomiome. Donc ça, c'est le deuxième type. Il y a l'adénomiose kystique. En fait, ce sont plutôt le développement voilà, de ces fameux kystes, en fait, au sein du muscle utérin. Et là encore, à l'imagerie, ça peut se voir. Donc, vous voyez, en fait, il y a plusieurs types d'adénomiose. Et je dirais presque que la classification de l'adénomiose est peut-être un peu plus avancée que celle de l'endométriose, en fait, stricto sensu, en fonction des diverses localisations. D'accord. Il y aurait, parce qu'on en parle assez peu finalement de l'adénomiose dans la sensibilisation, mais il y aurait comment dire, moins de différence dans les différentes définitions des différentes formes d'adénomiose que dans les différentes formes d'endométriose. C'est ça que vous voulez dire? Et donc, en médecine, on aime bien classifier les choses. On commence par classifier. Et aujourd'hui, il y a un certain consensus pour la classification de l'adénomiose, D'accord. avec cette classification en 3-4 catégories. Et d'autre part aussi parce que la classification est rendue plus simple par l'imagerie. Et à l'imagerie, que ce soit échographie ou IRM par exemple, mais aussi au moment de l'intervention chirurgicale, on peut bien distinguer en fait ces divers types et aussi à l'analyse au microscope. D'accord. Mais c'est une classification parmi d'autres. C'est-à-dire que si on voulait aller plus loin, probablement au niveau, par exemple, des récepteurs, au niveau des marqueurs, on pourrait avoir d'autres classifications. En médecine, on aime souvent déjà essayer de classer les choses, et ensuite on commence à discuter. D'accord. Et ben ça enchaîne bien avec la prochaine question justement sur les classifications des différentes formes d'endométriose. On a commencé déjà un petit peu à en parler. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, les différentes formes d'endométriose? Alors, il y a deux choses différentes. Vous me parlez de classification et des différentes formes. Pour ce qui est des classifications, pour ce qui est des stades, en fait, Mmh. plusieurs classifications existent. La classification la plus courante, je dirais la plus facile, c'est la classification de la Société américaine de médecine de la reproduction en 4 stades avec donc certaines caractéristiques en fait, des lésions qui feront que voilà, telle ou telle endométriose sera classée stade 1 ou stade 2 ou stade 3 ou stade 4. Comme toutes les classifications, elle est incomplète. Mmh. Il y a la classification de la Société américaine de de la paroscopie gynécologique, de la AGEL, dont je suis membre. Il y a aussi une nouvelle classification qui est très intéressante, qui s'appelle la classification NZIAN, qui prend en compte plusieurs paramètres en fonction de la localisation en particulier, en fonction de l'imagerie, en fonction des découvertes au moment de l'intervention chirurgicale. Et cette classification, qui est la classification NZIAN, qui est de plus en plus utilisée, elle permet presque bien presque, de, de déterminer quelle est la sévérité et quelles sont les localisations de l'endométriose, rien qu'en lisant la classification sans avoir forcément recours à l'imagerie. C'est-à-dire qu'en clair, un médecin qui aurait fait cette classification et qui enverrait sa patiente à un autre confrère, cet autre confrère, rien qu'avec cette classification, peut avoir une idée plus précise de la sévérité de cette endométriose, plutôt que par exemple sur la classification en stade de 1 à 4, qui est un peu sujette à caution, Mmh. parce qu'il y a certaines lésions qui sont classées 4, alors qu'en fait, entre guillemets, la sévérité des symptômes n'est pas Mmh. aussi marquée. Donc voilà, Je vous garde cette question pour après, le lien oui, entre la sévérité et les 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 symptômes. stades. Oui. Donc ça, c'est Bah, pour la merci. classification. Ouais, Ça, c'est OK. pour la classification.
Pour ce qui est des divers types d'endométriose, oui, Mmh. de plus en plus, en fait, on pense qu'il y a, en fonction en particulier des localisations, heu, divers types avec, diverses origines de l'endométriose. Par exemple, nous, dans, l'étude, en recherche que l'on mène avec plus de 25 équipes dans le monde, sur 4 continents, et avec, l'analyse au microscope, de, plusieurs, centaines, pour pas dire milliers, en fait, on est, déjà à plus de 2000 patientes ayant exclusivement, de l'endométriose qui ont été opérées. Quand on analyse au microscope, les, lésions endométriosiques, on se rend compte qu'il y a des récepteurs, qui vont être différents en fonction des localisations, heu, au niveau du corps. Et donc ça, déjà, c'est un point important. Alors ce sont des études qui, en routine, sont difficiles à mener parce que, ce sont des études, par exemple, qui se font en immunohistochimie, donc ce sont des techniques un peu particulières, d'examen au microscope, qui demandent du temps, qui sont coûteuses. Mais, dans le cadre de la recherche, on se rend très bien compte qu'en fonction des localisations, justement, on va avoir des récepteurs différents et aussi des mécanismes différents, probablement. Et ça nous a permis aussi de voir que, finalement, les mécanismes probablement de reflux, d'une part, dans certaines localisations, ou de la métaplasie, d'autre part, c'est-à-dire de la transformation cellulaire, embryologique, d'autre part, que ces 2 théories étaient, probablement, valables, en fonction des circonstances. Alors justement, quelle localisation serait plutôt associée à telle théorie, telle explication? Alors ça, c'est Est-ce que compliqué, vous en savez déjà? Ouais, non, c'est en cours de recherche? exactement, tout à fait. C'est plus complexe que cela. D'ailleurs, en fait, il y a, vous savez, hem, les, heu, les premières conférences, internationales, sur, l'endométriose, ont lieu au milieu des années 80. À l'initiative d'ailleurs, en particulier, par exemple, de chercheurs, français, tels que Michel Canis. Et en pratique, il y a, heu, près de 40 ans après, on se rend compte que, l'évolution est très lente. L'évolution Mmh. est très lente, en fait, sur la compréhension, en fait, de la physiopathologie. Donc, répondre, par exemple, à la question: «Est-ce qu'en fonction des localisations, on va, pouvoir avoir des déterminants?» Non, c'est encore prématuré, clairement. Hem et là, ça fait encore partie, des recherches. Nous, par exemple, dans le cadre de nos recherches, oui, on a trouvé qu'il y avait certains marqueurs ou certains récepteurs différents en fonction de certaines localisations, mais tout ça, c'est assez prématuré et donc il faut vraiment continuer la recherche dans ce sens. D'accord, OK, merci. Donc sur les différentes formes, finalement, pour l'instant, c'est plutôt lié aux localisations, c'est-à-dire, l'endométriome pour l'endométriose au niveau des ovaires, l'endométriose, dite superficielle, on n'aime pas trop ce terme-là non plus parce que superficielle, c'est comme bénin, ça laisse à penser que c'est pas grave, que c'est léger, que ça n'a pas de conséquences, mais en tout cas, l'endométriose péritonéale, l'endométriose profonde lorsque les lésions vont infiltrer les organes sur plus de 5 millimètres, si je ne me trompe pas, vous me dites, hein. Donc l'adénomiose, on en a parlé, qui elle-même a différents profils, enfin, différents types. L'endométriose pariétale, au niveau des cicatrices et notamment des cicatrices de césarienne. Et l'endométriose, extrapelvienne, donc là, plus, voilà, des, mmh, des localisations au niveau du système digestif, du système urinaire, les coupoles diaphragmatiques, l'estomac, on a eu un cas récemment, les reins, enfin les reins, c'est le système urinaire, mais il y a aussi quelques cas au niveau du cerveau et des yeux, je crois. Alors, vous parlez de 2 choses différentes et ça, c'est Ah, important. De la OK, localisation, dites-moi tout. c'est-à-dire de Mmh, l'endroit où se trouvent les lésions, de la profondeur des lésions mmh, et des organes, en fait, où se trouvent aussi les lésions. Effectivement,
Globalement, la définition de l'endométriose au niveau de l'ovaire, le kyste endométriosique s'appelle endométriome. Là encore, est-ce que c'est la même maladie? Est-ce que c'est autre chose? En interrogation. Ok. L'endométriose ou donc cette affection au niveau du muscle utérin, l'adénomiose, dont on en a parlé, et il y a donc l'endométriose classique, donc tout ce qui est en fait localisation de cellules type endométriales ailleurs. Pour ce qui est de ces localisations, déjà, effectivement, aucun organe quasiment n'a été épargné. Jusqu'à il y a encore quelques années, il y avait un organe. On n'avait pas trouvé l'endométriose, mais oui, la localisation principale, c'est au niveau du pelvis, c'est-à-dire au niveau des organes qui se trouvent dans le bassin. Ensuite, c'est le tube digestif. Est-ce que c'est par contiguïté, parce que c'est au contact, parce que c'est proche ou autre? En particulier au niveau de la partie terminale du tube digestif. Mhm. Il y a des localisations ailleurs, au niveau du tube digestif, au niveau de l'appendice, au niveau du cæcum, qui est la partie terminale, qui est la partie en fait de jonction entre l'intestin grêle et le côlon droit. Et il y a des localisations encore plus situées au niveau du diaphragme, et en particulier plus fréquemment au niveau de la coupole diaphragmatique à droite. Mais il y a aussi des localisations au niveau du péricarde, et en fait le tissu qui entoure le cœur. Là encore récemment, plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une patiente qui avait cette localisation extrêmement rare. Il y a des localisations, alors vous l'avez dit, au niveau plutôt des voies urinaires avec un impact potentiel sur les reins. Mm. Il y a eu des localisations aussi en dehors de l'abdomen, au niveau thoracique, mais aussi, comme vous l'avez dit, de façon assez rare, et je présente de temps en temps des images en congrès, de localisation cérébrale ou de localisation même, donc là encore une fois exceptionnelle, au niveau des glandes lacrymales, au niveau des sinus, des patientes en fait qui ont des saignements de nez pendant les règles. Alors attention, toute patiente qui saigne du nez pendant les règles n'a pas d'endométriose, hein, je n'ai pas dit ça, mais on sait qu'il y a eu une description de localisation typique d'endométriose au niveau sinusien. Jusqu'à il y a quelques années, il y avait un organe qui semblait épargné, c'était la rate. Et il y a eu description de plusieurs cas de localisation d'endométriose, aussi splénique d'endométriose au niveau de la rate. Donc voilà, donc c'est pour dire aussi que justement, de par ces localisations, euh, la compréhension de la maladie et la compréhension de la physiopathologie change. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces localisations, on le sait, en tout cas, nous on l'a montré, mais on n'est pas les seuls. On va bientôt présenter nos résultats. En fonction de ces localisations, il y a des récepteurs et des marqueurs probablement différents. Ok. Ouais. Pour ce qui est de l'endométriose, alors après, la deuxième question, c'était l'endométriose sur la profondeur. Oui. C'est vrai que c'est très frustrant parce que l'endométriose superficielle, ça fait penser à c'est quelque chose de superficiel. Mais c'est une définition anatomopathologique, c'est-à-dire c'est une définition au microscope. C'est effectivement une endométriose qui va avoir une profondeur de plus ou moins 5-6 mm dans un cas ou dans l'autre. Cette définition est, on peut le comprendre, frustrante pour les patientes, mais ça n'a pas je dirais, de- de valeur majeure, en particulier sur la symptomatologie. Mm. Euh, Là encore, dans l'étude en research, on montre que, en fait, quand on trouve à l'examen anatomopathologique des lésions dites superficielles ou décrites comme telles par les chirurgiens, euh, bien, ça peut être associé à tout, à des douleurs importantes. J'ai des patientes
qui ont des lésions majeures à l'IRM, qui se voient avec des atteintes digestives et qui ont zéro douleur. Mmh. C'est pourquoi je dis il faut être vraiment très modeste et vraiment faire profil bas dans cette pathologie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et ce sont des patientes que je suis très régulièrement et très régulièrement, en fait. Alors, on ne fait pas forcément de l'imagerie, bien évidemment, en fait, à chaque fois. Ça n'est pas la peine, c'est inutile. Mais ce sont des patientes qui, voilà, à intervalles réguliers, me disent qu'elles n'ont pas de douleur, qu'elles n'ont même pas besoin de prendre de traitement antalgique contre la douleur. Inversement, il y a des patientes chez qui on a beaucoup de difficultés à voir, en tout cas avec nos techniques d'imagerie actuelles, des lésions d'endométriose. Et quand, une fois qu'il y a eu un échec des traitements médicamenteux, de la prise en charge dite holistique globale, en fait, de la douleur, de la souffrance, du quotidien et de la qualité de vie, quand enfin on finit par les opérer, et si l'on cherche bien, et on trouve en fait ces lésions d'endométriose, et qu'on les enlève, il semble qu'il y ait une amélioration. Et là encore, dans l'étude EndoSearch, on a montré que, par exemple, à 2 ans, il y avait une amélioration nette, tant de la qualité de vie que des scores de douleur pour ces patientes qui ont de l'endométriose dite superficielle. Mmh. Donc, le terme superficiel n'est qu'un terme en fait anatomopathologique, mais qui n'a pas. Mais il faut encore une fois être prudent, Mmh. effectivement, quand on explique en fait aux patientes qu'elles n'ont clair pas l'endométriose majeure ou profonde. Alors, c'est vrai que dans la majorité des cas, les endométrioses diffuses, importantes, touchant en particulier le tube digestif ou d'autres organes, vont être beaucoup plus symptomatiques, vont avoir beaucoup plus d'impact. Ça, c'est la majorité des cas, bien sûr. Mais, encore une fois, la majorité des patientes chez qui on suspecte, on diagnostique en fait l'endométriose, ne sont pas des patientes qui ont des lésions aussi profondes. Là aussi, Oui. il faut faire Mmh. attention à ce que l'on appelle en fait nos biais à nous de recrutement. Il y a des centres extrêmement spécialisés qui ne voient ou qui ne recrutent que des patientes avec des endométrioses majeures, profondes, diffuses, digestives Mmh. en particulier. Mais au final et globalement, sur les 180 millions de patientes que l'on estime, c'est toujours en fait les chiffres en fait qui traînent dans la littérature, fort heureusement, c'est très loin, très, très loin, en fait, d'être le cas, puisque C'est la l'endométriose majorité. digestive ne Mmh. représente, voilà, par exemple, que quelques pourcents, en fait, du global, en fait, des patientes endométriosiques. Oui, il faut faire la différence aussi, mais ça viendra peut-être dans les questions d'après, entre les symptômes, par exemple, au niveau digestif. On peut avoir des symptômes digestifs sans avoir de lésions, digestives. Voilà, et il faut aussi différencier les 2. Et petit message aux malades qui nous regardent, une endométriose dite superficielle, comme dit le médecin, peut être tout à fait douloureuse et vous êtes légitime à vous sentir, ben, atteinte, d'endométriose, et s'il y a besoin, demander des adaptations de poste, des reconnaissances par rapport à ça. Il ne faut pas, se limiter à ce qui est écrit sur le compte rendu de l'IRM superficiel et se dire: «Ah bah non», voilà. Si vous avez des symptômes, en fait, c'est les symptômes finalement qui vont, comment dire, générer un certain impact plus ou moins fort dans votre vie, et ça, on a vu, c'est pas lié à la forme ou à la profondeur de l'endométriose. Il y a quand même une endométriose dont on n'a pas parlé, enfin une localisation au niveau notamment des ligaments utérosacrés et des autres nerfs, puisque le petit bassin est énormément innervé, on contient beaucoup de nerfs. L'endométriose sur les ligaments et les nerfs, est-ce qu'il y a plus de recherches sur ce point-là? Parce que nous, le retour qu'on a, c'est que c'est l'une des formes les plus douloureuses finalement et qui est la plus difficile à traiter médicalement par médicament, ou chirurgicalement aussi, c'est très compliqué à traiter. Alors, juste pour revenir sur un point que vous avez évoqué sur, l'endométriose dite superficielle et on va dire, l'impact professionnel
et les demandes justement de compensation ou d'adaptation de poste. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. L'endométriose, c'est avant tout des symptômes. Et c'est en fonction des symptômes que l'on va voilà, agir, que ce soit en termes médical, en termes d'environnement de travail, d'environnement familial, etc. Donc, encore une fois, le terme superficiel ne signifie pas qu'il n'y a pas d'impact personnel, professionnel, social, sexuel, etc. Ça, c'est clair. Pour ce qui est des localisations, la localisation au niveau des ligaments dits utérosacrés, donc en fait qui sont en fait, ce ne sont pas tout à fait des ligaments, ce sont des renforcements en fait du péritoine derrière l'utérus, derrière le col de l'utérus. Au passage, en fait, dans ces structures ligamentaires, il y a des structures nerveuses, en particulier en profondeur, sympathiques et parasympathiques. Les douleurs peuvent être de plusieurs origines. Elles peuvent être d'abord mécaniques, au moment des rapports par exemple, puisque ces ligaments sont derrière le col de l'utérus, donc il peut y avoir des douleurs au moment des rapports, éventuellement en fonction de l'importance des lésions, en fonction de l'importance du nodule endométriosique qui se trouve à ce niveau-là, mais pas seulement. Pour ce qui est de l'impact sur les nerfs, fort heureusement, l'endométriose touchant directement les nerfs est rare. C'est une entité que l'on connaît depuis quelques années, et en particulier Marc Possever, qui est un chirurgien français aujourd'hui travaillant en Suisse, a été parmi les premiers, mais pas seulement, mais parmi les premiers à montrer vraiment qu'il pouvait y avoir des lésions endométriosiques exclusives au niveau des nerfs, en particulier au niveau du nerf sciatique. Là, c'est vraiment la chirurgie, par exemple, qui nous a permis de rendre compte que finalement, s'il y a des lésions aussi exclusives, sans autre localisation endométriosique ailleurs, peut-être que la théorie de la métaplasie avait sa place chez ces patients pour expliquer en fait leurs lésions. Mmh. Et ces localisations sont fort heureusement rares. Et là encore, il y a des équipes spécialisées qui ont un recrutement spécifique ou qui ont un biais de recrutement, en tout cas, de patientes qui ont en fait des localisations comme ça neurologiques. Plus souvent, il y a des lésions endométriosiques au niveau du bassin. Or, comme vous l'avez dit, au niveau du bassin, il y a des nerfs. Il y a des nerfs, en fait, ce qu'on appelle en fait les racines sacrées. Donc, on fait des intervalles réguliers, que ce soit dans le cadre de congrès ou de formations, pour expliquer que les schémas usuels que l'on avait jusque-là, du petit bassin avec le tube digestif d'un côté, les voies urinaires de l'autre, l'utérus, la vessie, etc., que c'était un peu simpliste et qu'en profondeur, et en particulier derrière le péritoine, qui est le tissu qui recouvre les organes, en particulier du pelvis, et l'abdomen, en fait, derrière, il y a des nerfs. Et ces structures neurologiques peuvent être au contact, ou plutôt les lésions endométriosiques peuvent être au contact de ces structures neurologiques, en particulier des racines sacrées, c'est-à-dire des nerfs sacrés, et plus particulièrement de la deuxième et de la troisième racine sacrée, et que cela peut expliquer en partie certaines douleurs neuropathiques, que ce soit au niveau du périnée, au niveau de la jambe, avec les irradiations, etc. Mmh. Mais là encore, il y a éventualité, possibilité de lésions, de douleurs, plus exactement neuropathiques, de douleurs neurologiques, sans qu'il y ait véritablement d'envahissement en fait, de ces structures. De Peut-être. douleurs projetées? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit du fait de l'inflammation, euh, mais là encore, à l'analyse au microscope, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours de l'inflammation, donc c'est plus complexe, c'est-à-dire qu'il y a des lésions endométriosiques où les cellules inflammatoires sont vraiment
proches et agglutinés autour de la lésion endométriosique et d'autres lésions endométriosiques où les cellules inflammatoires sont à distance. Donc, est-ce que dans ces douleurs neuropathiques, est-ce qu'il n'y a pas autre chose en particulier, des messagers des cytokines qui, localement, vont, entre guillemets, irriter, ou est-ce que c'est l'inflammation, est-ce que c'est la lésion directement, en fait, sur ces lésions qui sont à l'origine de ces douleurs neuropathiques? Ces douleurs neuropathiques, comme vous avez commencé à le dire, elles peuvent être dans les territoires directement concernés par la lésion, mais elles peuvent aussi, au fur et à mesure, en fait, être rapportées. La douleur classique, la douleur de l'épaule, par exemple, sur les localisations diaphragmatiques, le cerveau interprétant en fait ça comme une douleur en fait au niveau de l'épaule et au niveau du bras. Mais pas seulement. Il y a des patientes qui ont des douleurs latéralisées sur, en particulier, le côté gauche du corps, dues à des lésions endométriosiques profondes au niveau du bassin. Il n'y a évidemment pas de lésions au niveau du bras ou de lésions même parfois retrouvées au niveau du diaphragme à gauche, mais il y a des douleurs rapportées qui sont soulagées par la chirurgie pelvienne, qui peuvent être éventuellement soulagées par la chirurgie pelvienne. Vous voyez donc les mécanismes en fait de la douleur sont complexes, et ces douleurs qui s'installent dans le temps peuvent aussi persister. Malgré la prise en charge chirurgicale, peuvent persister pendant plusieurs mois. On sait par exemple que quand on opère des lésions endométriosiques avec une atteinte avérée au niveau des nerfs pelviens, ces douleurs peuvent persister pendant plusieurs mois, voire augmenter après 4 à 6 mois, pour diminuer très progressivement dans le temps. Donc là encore, il faut être très prudent et très modeste pour, dans nos discours vis-à-vis des patientes et pour ce que l'on peut, entre guillemets, promettre et ne pas promettre, surtout en fait, aux patientes endométriosiques qui ont ce type de lésion et ce type de localisation. Et ça me fait penser, notamment à mon cas personnel où j'ai des douleurs neuropathiques, mais qui sont liées à des adhérences. Et on a souvent des questions sur les adhérences, donc dans mon cas post-chirurgical, mais visiblement l'endométriose, les lésions d'endométriose pourraient créer leurs propres adhérences. Qu'est-ce que c'est?